Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à vous dans ce webinaire qui va être consacré au TMS. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est Fabrice Gers qui va ouvrir nos travaux. Oui, merci beaucoup Stéphane. Bien, en tout cas, bienvenue pour alors, ce premier webinaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas le premier webinaire qui a ouvert l'année pour le handicap, car il est commun aussi avec Grand Est et l'Outre-mer. Et donc sur une thématique, les TMS, qui est un peu à la frontière quand même pour le FIC, puisque nous on est plutôt sur le champ et on est sur le champ de la compensation. Et donc évoquer les TMS, bah, c'est un peu la frontière entre le champ de la prévention et celui de la compensation. Donc dans le catalogue des interventions, pour certains d'entre eux qui l'utilisent, vous avez déjà pu noter qu'il y avait des mentions sur certains équipements standards qui participent de la prévention que nous ne finançons pas. Mais pour autant, on accompagne les agents en restriction d'aptitude, et parmi lesquels nombreux sont concernés en fait par ces fameuses TMS. Donc c'était une thématique qui nous est souvent évoquée par les employeurs et les professionnels qui accompagnent les personnes. Voilà, donc du coup, voilà l'objet aussi de cette présentation. Je voudrais faire juste deux remarques concernant le catalogue. Je rappelle en fait qu'il y a une nouvelle version qui est applicable au 1er janvier. Donc il y a une évolution de nos aides. Et puis deuxième information qui n'a pas encore été diffusée nationalement, mais aussi une prolongation de l'aide exceptionnelle à l'acquisition de masques dits inclusifs, hein, les masques transparents. On continuera les aides exceptionnelles sur ces masques jusqu'au 31 juillet de cette année. Et donc, selon les mêmes modalités financières, avec un reste à charge minimum de 3 euros et un accompagnement financier sur un maximum par le FIPHFP à hauteur de 5 euros. Voilà, donc voilà pour les deux informations. Je cède la parole du coup maintenant à nos intervenants, à M. Colson. Nous sommes toujours preneurs ensuite des suites que vous donnez à nos présentations et sur l'utilisation éventuelle des outils qui ont pu vous être présentés. Donc, comme tous les autres webinaires, voilà, n'hésitez pas ensuite à nous faire un retour et puis, y compris au cours de ce webinaire, des remarques au cours de la présentation. Voilà. Eh bien, bon webinaire, et puis je cède la parole voilà, M. Colson. Et je vais faire juste deux petites diapos d'introduction et puis après, ce sera effectivement notre expert aujourd'hui, hein, Cyril Colson, qui interviendra. Alors, effectivement, deux diapos d'introduction. Donc, rappeler quand même que le sujet de la prévention est un sujet qui est, au final, qui est assez récent, hein. On a un accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et à la sécurité du travail dans la fonction publique, relative à l'évaluation et à la prévention des troubles musculo-squelettiques dans la fonction publique. Donc cet accord portait trois ambitions. La première ambition, c'était de mieux connaître le risque, ses caractéristiques, et proposer un travail d'enquête sur la connaissance du risque, ses caractéristiques et l'élaboration d'indicateurs de connaissance et de suivi d'ITMS. Ensuite, la deuxième ambition, c'était de faire connaître aux agents, donc de faire de la communication, donc faire connaître aux agents ce risque, ses caractéristiques à travers des supports d'information et inclure ce risque dans les documents uniques. Et enfin, assurer la prévention de ces risques par des équipes pluridisciplinaires, associant notamment les médecins de prévention du travail, les ergonomes, l'ensemble des membres du CHSCT, donc vraiment installer cette thématique comme un sujet de travail dans les équipes. Il y a eu ensuite un accord du 22 octobre 2013 qui était le point de départ effectivement de nombreux diagnostics. Alors, on a plusieurs actions qui ont découlé de ces accords, avec la publication d'un outil et de méthode par la DGAFP sur cette démarche de prévention des TMS. On a eu également un travail autour du télétravail, avec un décret en 2016, et puis pendant l'épisode Covid, le 13 juillet 2021. Et puis, la fonction publique d'État a mis en place un fonds d'aide
aux structures publiques pour l'innovation en matière de RH et conditions de travail, dont la qualité de vie au travail. Donc voilà, voilà les avancées, mais on souhaitait vous donner quelques chiffres concernant ces TMS. De quoi parle-t-on? Sommes-nous sur une problématique comment dire, marginale? Et si j'arrive, voilà, si j'arrive. Alors moi j'étais assez surpris par les chiffres. On a trouvé des chiffres dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et on voit que 94% des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale concernent les TMS. Près de 89% sont reconnus au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Donc on a un lien évident avec les activités, les postures de travail, et ça représente 96% des jours d'arrêt de travail. Donc, dans la fonction publique hospitalière, on est à peu près au même niveau, avec 95% des maladies professionnelles qui sont présentées par les TMS. Vous voyez, on est un tout petit peu en dessous sur le lien avec les gestes et postures de travail est un petit peu plus faible que dans la fonction publique territoriale, mais on est à plus de 80%. Et ça représente, encore une fois, 97% des jours d'arrêt de travail. Si on compare avec l'ensemble des travailleurs, tout régime confondu, donc ça permet de faire une comparaison avec notamment le secteur privé, c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, on se rend compte que la fonction publique est quand même plus concernée par ces problématiques de TMS. Et qu'on voit le niveau de 94 et 95%, 97% des jours d'arrêt de travail ou 96%, on se dit que le jour où on aura réussi à régler cette problématique, on aura quand même réglé une grosse partie des problématiques de santé au travail. On en restera forcément, mais voilà. Donc ça, c'était pour présenter. Nous sommes sur un sujet qui est extrêmement important pour les employeurs publics et les agents. Et donc pour venir nous éclairer sur cette thématique, donc nous avons fait appel à Cyril Colson, qui est contrôleur en sécurité à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille sur la prévention. Et son quotidien, c'est de travailler auprès des employeurs publics pour repérer les situations et proposer des méthodes très opérationnelles pour améliorer les conditions de travail des salariés, et puis surtout trouver des solutions pour faire de la prévention vis-à-vis des TMS. Donc, Monsieur Colson, je vais arrêter le partage de mon support. Voilà. Et je vais vous laisser faire le partage de vos propres supports, comme ça vous aurez la main. Okay. Je vous en prie, j'ai arrêté le partage, vous pouvez y aller. Alors vous allez commencer par nous, pour vous présenter le service, comment ça fonctionne, et puis ensuite venir. On a parlé de TMS comme si on était tous très au clair sur cette notion-là, mais vous allez revenir nous préciser les choses. Tout à fait. Et je vous cède la parole. Ok, vous m'entendez bien là? Oui. Très bien. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est vous faire un petit point sur quelle structure je représente, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, se faire un petit rappel, si nécessaire, ou un petit point de situation sur la problématique TMS, qu'est-ce que ça couvre, et puis quelques éléments de modélisation du risque, puisque si on veut agir sur ce risque, faut comprendre la structure. Enfin, je vous parlerai de démarches de prévention des TMS. On commence quand même à avoir beaucoup de recul sur ce sujet-là. Alors, pas suffisamment pour le maîtriser totalement, mais assez pour avoir quand même 2-3 éléments de référence qui vont nous permettre de participer à une meilleure maîtrise du risque. Et puis enfin, je vous proposerai quelques ressources INRS, alors qui sont
plus à titre d'exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite plutôt à aller directement sur le site de l'INRS pour voir un petit peu les supports qu'ils peuvent proposer de toute nature d'ailleurs, hein, autant de la brochure expert que de l'outil de sensibilisation. Et puis donc on finira par des questions-réponses à la fin de cette présentation. D'accord. Alors, on vous entend parfaitement, par contre, on ne vous a pas l'image. Ah oui, parce que j'ai coupé la caméra pour que ça sera plus agréable. Ça passe mieux dans le tuyau. Ah, c'est comme vous voulez, comme vous voulez. J'ai des petits soucis de connexion, mais après, d'accord. Je peux remettre. Eh bien, écoutez, dans ce cas, on va privilégier le son. On va rester comme ça. D'accord. Donc, la CARSAT, c'est la sécurité sociale, hein, grosso modo, et au sein de la CARSAT, plusieurs branches, dont la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc la direction des risques professionnels, qui, grosso modo, joue le rôle d'assureur des risques professionnels pour les entreprises du régime général. Voilà, l'entreprise n'a pas le choix. On est l'assureur de l'homme au travail à partir du moment où il cotise au régime général. Donc, c'est découpé, on va dire, en deux parties. Une partie tarification qui va plutôt avoir tendance à informer l'employeur et l'entreprise de son taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle. Grosso modo, c'est un pourcentage de la masse salariale qui va couvrir les dépenses qu'a généré l'entreprise en termes de prise en charge et réparation accident du travail maladie professionnelle. Avec des savants calculs cabalistiques que je vous épargnerai qui font que plus l'entreprise est grosse, plus elle va avoir tendance à payer ce qu'elle coûte réellement, et plus elle est petite, plus ça va être mutualisé sur la branche professionnelle. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a le service prévention, donc auquel j'appartiens, qui a comme mission de développer et coordonner des actions de prévention dans les entreprises du régime général. Donc, le service est composé de contrôleurs de sécurité comme moi et d'ingénieurs conseils. Et l'idée, c'est d'aider l'entreprise, de détecter les risques qui pourrait y avoir au regard de son activité et de l'aider à aboutir à une forme de maîtrise un petit peu plus poussée que ce qu'elle est à la situation initiale, de manière à limiter les conséquences santé pour les salariés. Le but étant, c'est que l'entreprise fasse et devienne autonome le plus possible dans le champ de la prévention. L'objectif n'est pas de faire à sa place, mais c'est de l'accompagner pour qu'elle monte en autonomie sur ces questions de santé-sécurité. Pour synthétiser un petit peu tout ça, 4 grandes pôles de missions au sein du service prévention. Une mission d'information au travers de colloques, de réunions d'information, de webinaires, et puis notamment en participant aux réunions du CSE, puisque on est invité aux réunions de CSE, en tout cas quand ça concerne la partie santé-sécurité. Une mission de formation au travers de formations de formateurs qui vont démultiplier un petit peu les modèles de l'institution dans les entreprises, et puis en animant des réseaux de partenaires un peu spécialisés, notamment sur les TMS, mais on a un réseau aussi de consultants sur les RPS qu'on anime, qui s'engagent à respecter nos valeurs et à déployer nos méthodologies. Une mission d'accompagnement qui est le gros quand même de la mission, qui consiste à visiter les entreprises du régime général de notre zone géographique, donc en l'occurrence Bourgogne-Franche-Comté. Hein. On a un droit d'accès aux entreprises et un droit d'accès à l'information. Donc l'idée, c'est de visiter les entreprises. Alors l'idée, c'est pas que de visiter, c'est aussi d'observer le travail, de repérer les problématiques qui pourraient se manifester. Donc soit du fait d'un nombre d'accidents du travail qui auraient eu lieu, soit du fait de conditions de réalisation du travail qui nous laissent supposer que l'organisation du travail est susceptible de générer un accident du travail à un moment donné, au regard des connaissances qu'on a sur les accidents, bien sûr, de manière générale. Et puis, une logique d'incitation au travers de recommandations, puisqu'on est en capacité de demander toute mesure justifiée de prévention à une entreprise. Donc, à partir du moment où on constate un risque, on peut, par voie de recommandation, lui indiquer qu'on souhaite qu'elle s'améliore sur ce sujet-là et lui indiquer comment le faire. Donc, il y a plusieurs niveaux de gradation, on va dire. La recommandation simple, et puis ça peut aller jusqu'à l'injonction, où là, grosso modo, on demande à l'entreprise, dans un délai donné, de faire un certain nombre de choses, et si elle ne le fait pas, eh bien, on va augmenter son taux de cotisation accident du travail tant que la mesure n'est pas réalisée telle qu'on l'a définie dans notre injonction.
Je vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, c'est pas l'objet. C'est juste pour vous présenter un petit peu le paysage dans lequel moi, en tout cas, j'évolue. Donc les TMS, troubles musculo-squelettiques, on va peut-être commencer par se définir de quoi on parle concrètement. Les TMS, on peut les qualifier de pathologies multifactorielles. Donc multifactorielle veut dire plusieurs facteurs de risque et conjonction de plusieurs facteurs de risque et qui, d'une situation à l'autre, ne sera pas la même, en l'occurrence. Donc c'est vraiment un empilage de plusieurs sources de contraintes qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir une problématique de santé. À composante professionnelle, bien sûr, puisqu'il s'agit pour le coup de traiter de maladies professionnelles et qui vont affecter les tissus mous, donc en périphérie des articulations. Ça peut être les muscles, ça peut être les tendons, et puis ça peut être les nerfs. Donc il y a différentes typologies de maladies. Toutes ne sont pas des maladies professionnelles, hein, qui sont couvertes par cette appellation TMS. Et on va dire que le dénominateur commun de toutes ces problématiques, ça va être la notion de douleur, qui va être, dans l'ensemble des cas, un indicateur d'alerte, en tout cas, de cette situation et de cette problématique dans l'entreprise. On a catégorisé les choses, on va dire, en deux grandes familles de problématiques, les TMS du membre supérieur, épaule, coude, poignet, main, et puis les TMS de la colonne vertébrale, donc le rachis lombaire. Alors il y en a d'autres, hein, il y a genou aussi, bien sûr, mais qui est quand même beaucoup plus rare. Et puis, pour ce qui est du régime général, en tout cas, ces maladies pro sont reconnues au titre des tableaux 57, 69, 79, 97, 98 des maladies professionnelles. Donc, ce qui ne veut pas dire, hein, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, que ça couvre l'intégralité des TMS. Par contre, ces tableaux-là couvrent ceux qui sont où le lien avec le travail est avéré. Les TMS, qu'est-ce que c'est? C'est surtout une pathologie de la sollicitation, avant tout. Donc, il faut un petit peu mettre dans la balance ces éléments de contrainte sous l'angle de la sollicitation. On parle de TMS, en tout cas, le risque TMS est avéré à partir du moment où les sollicitations vont dépasser les capacités fonctionnelles de l'opérateur, du salarié, de l'agent, à croiser malgré tout avec un autre paramètre qui va être la capacité de récupération, en tout cas des possibilités de récupération de l'organisme du salarié. On n'est pas sur une logique contrainte-astreinte sans y intégrer cette notion de temps de récupération, puisqu'on est sur une problématique plutôt de micro-lésions qui vont se cumuler à force de sollicitation, hein, c'est jamais quelque chose de soudain, quoique on pourra moduler un petit peu ce point de vue, mais on est quand même sur quelque chose qui s'installe progressivement, du fait de micro-lésions, des structures articulaires, du fait de la répétitivité par exemple, et en contrebalancement de tout ça, est-ce qu'on a des moments de repos, des phases où l'organisme va pouvoir finalement se reconstruire et absorber ces sollicitations? Donc on est toujours sur un petit peu ce trinôme de sollicitation, capacité fonctionnelle et possibilité de récupération du salarié. Des petits éléments de chiffres que je vais pas trop détailler puisqu'on en a déjà eu il y a quelques minutes. Pour ce qui est du régime général, on est sur 87% des maladies professionnelles, c'est du TMS. 20% des accidents du travail, c'est du mal de dos. Pourquoi ces deux éléments? Classiquement, les problématiques de dos auront plutôt tendance à être reconnues dans l'angle de l'accident du travail plutôt que de la maladie professionnelle, dans le sens où c'est un événement soudain qui a lieu à l'occasion du travail et que finalement, on est plutôt sur une définition de l'accident du travail au regard de la maladie professionnelle où c'est quelque chose qui s'installe lentement. Ce qui ne veut pas dire que le problème n'existe pas, mais voilà, dans la nature, on se rend compte que finalement, les problématiques d'eau vont plutôt passer par la filière de l'accident du travail que de la maladie professionnelle. Pour ce qui est des localisations, on va être quand même beaucoup sur du membre supérieur, hein, épaule, coude, poignet, qui vont être concernés par les maladies professionnelles, sachant que l'épaule est le plus grave, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ce qui va générer le coût le plus important et l'incapacité la plus importante derrière, au regard du poignet, par exemple, où on peut quand même avoir recours à de la chirurgie pour essayer de récupérer un petit peu plus. L'épaule, c'est un petit peu plus compliqué.
Une petite illustration, qui est plus symbolique que scientifique, hein, mais pour un peu vous illustrer et puis mettre peut-être en perspective un peu ces questions de TMS au regard du handicap. Grosso modo, on va avoir une progressivité dans l'apparition de la problématique TMS dans un cas donné, qui va être fonction du temps. Et grosso modo, on va avoir toujours ce que je vous disais en introduction, ce symptôme de douleur qui va être en première instance et qui va être un indicateur d'alerte, qui va se passer quelque chose si la situation dure. Et puis petit à petit, ces douleurs vont se manifester hors travail, hein. C'est très souvent que dans la problématique TMS, on a des gens qui ont des douleurs qui se réveillent, notamment la nuit par exemple. Petit à petit, on va aboutir à la pathologie articulaire jusqu'à le handicap et l'incapacité professionnelle qui va s'installer. Donc plus on va agir tôt, plus on va être en prévention, plus on va limiter les conséquences de tout ça et plus on va avoir un impact aussi sur la problématique de l'emploi, puisque à partir d'un certain moment, ça devient à la fois compliqué pour le salarié de faire son boulot et puis pour la structure ou l'entreprise de faire en sorte de trouver des postes ou des situations de travail qui soient adaptées à la situation du salarié, surtout si on a de plus en plus de maladies professionnelles dans l'entreprise. À un moment donné, hein, c'est un casse-tête RH pour pouvoir trouver des postes qui soient en adéquation avec les contraintes du fait de l'incapacité qui résulte des TMS. Donc voilà, pour synthétiser tout ça, pardon, les lombalgies, hein, première cause d'inaptitude avant 45 ans, TMS, 45% entraînent des incapacités permanentes. Donc on est vraiment sur quelque chose quand même qui, à terme, va avoir des conséquences à la fois sur l'individu, mais aussi sur la société, puis l'entreprise et la structure, bien évidemment. En termes d'impact sur l'entreprise, c'est un peu le pendant de tout ça, hein. Grosso modo, à terme, il y a quand même une incidence sur la performance et la pérennité des activités. Alors, je m'excuse un peu pour l'angle d'attaque, hein. Moi, j'ai une connaissance un petit peu de l'entreprise privée, donc il peut y avoir un petit travail d'appropriation à faire à votre niveau pour que ça colle à votre réalité. Grosso modo, on va générer de l'absentéisme, hein, dans la structure. On va générer du turnover et de la désorganisation du travail, hein. Les gens ne sont pas là, les gens se barrent. À un moment donné, il y a de la perte de compétences. Le travail qui devait se faire à 3 ou 4 va se faire qu'à 2. Et du coup, on désorganise un petit peu un certain nombre de choses. Il y a des choses qui vont être différées. On va réduire forcément la productivité et baisser en qualité. Et puis, ça va avoir un impact aussi en termes de climat social, d'ambiance de travail dans la structure. Les salariés, on va avoir du mal à les fidéliser, en tout cas à recruter. Et puis, là, ça concerne plus ma paroisse, de la hausse de cotisation, bien sûr, accident du travail, maladie pro. On vous remet encore une tartine de chiffres tout en bas pour vous indiquer quand même l'impact de tout ça à la fois sur la santé, mais aussi sur le fonctionnement d'une entreprise. Il y a de l'arrêt de travail, il y a de la désorganisation, il y a du coût direct qui va être imputé à l'entreprise, il y a de la journée de travail perdue. Grosso modo, on est quand même sur quelque chose qui, au-delà de la conséquence santé, va quand même être un vrai enjeu pour une performance de fonctionnement de l'entreprise ou de la structure. Donc tout ça pour arriver à notre problématique des TMS. Comment ça s'explique un TMS? Comment ça s'analyse un TMS? On va réfléchir en termes de facteurs de risque et, grosso modo, à l'instant T du monde, on a stabilisé un certain nombre d'invariants, en tout cas d'éléments de référence, qui vont participer à l'explication du risque et donc à sa maîtrise. On va avoir 3 grandes composantes qui vont participer au risque, donc ce qu'on va appeler les facteurs de risque, qui sont en première instance les facteurs biomécaniques, hein, c'est les plus connus, les plus visibles, les plus faciles à traiter sans faire de la provocation. Malgré tout, ça reste parfois un casse-tête, mais c'est malgré tout les plus abordables. Donc les facteurs biomécaniques, ça va être les efforts associés au travail, la répétitivité, les angulations des membres supérieurs, les postures de travail, et puis des éléments plutôt d'environnement, des vibrations, alors vibrations corps entier ou vibrations système main-bras, du genre quand on utilise une perceuse, hein. Et puis des conditions d'environnement thermique, le froid, le chaud, etc., etc. Un point de suspension, la liste est non limitative, mais malgré tout, grosso modo, les points de focale, c'est effort, répétitivité, angulation, qui sont déjà les premières portes d'entrée pour comprendre la problématique.
En parallèle de tout ça, on va avoir les facteurs psychosociaux qui, eux, vont avoir une incidence plus ou moins directe sur la problématique, à la fois en étant le symbole d'une forme de désorganisation du travail et donc de compensation de cette désorganisation par le salarié, et puis aussi par des manifestations beaucoup plus physiologiques, hein, notamment dans le cas de stress chronique, où, grosso modo, on va avoir quand même une perturbation du fonctionnement du corps, et notamment des mécanismes de récupération dont on parlait tout à l'heure. Donc ces facteurs psychosociaux, pareil, la liste, alors là, est encore plus importante, hein. On va avoir les éléments de pression temporelle, hein. Il faut travailler vite, il faut travailler dans un temps contraint avant tout de suite. Le manque d'autonomie dans les conditions de réalisation du boulot. Est-ce que je peux faire mon boulot comme je le souhaite et dans l'ordre que je le souhaite, ou au contraire, je suis dans une logique très très séquencée. Je fais cette tâche-là en premier, cette tâche-là en deuxième, cette tâche-là en troisième, et je n'ai pas le droit de changer en fonction de ce qui peut se passer dans mon environnement, qui pourrait justifier que je revoie ma façon de faire. Le soutien social qui, outre le terme soutien en tant que tel, touche aussi la notion d'entraide face à des aléas du travail qui pourraient justifier que dans certains pics d'activité, le collectif peut se réorganiser de manière à absorber les contraintes. Et puis, par exemple, le travail monotone, en arrière-plan, le travail répétitif, hein, bien sûr, etc., etc. Et puis enfin, dernière composante, ce qu'on a appelé la sensibilité individuelle, qui est, dans ces trois familles de facteurs de risque, la seule sur laquelle on n'ira pas en prévention, puisque le but n'est pas de faire de la sélection du personnel, c'est d'agir sur les composantes professionnelles, et en l'occurrence, la sensibilité individuelle n'en étant pas un, on n'ira pas là-dessus. Malgré tout, ça fait partie de la problématique, et tout ça rentre en synergie. Donc ça va être le sexe du salarié, son âge, son état de santé, hein, il peut avoir déjà eu des parties du corps qui ont été fragilisées du fait de son histoire, d'accidents ou d'autres, qui fait qu'à un moment donné, il sera plus susceptible que le voisin de développer une maladie professionnelle de ce type-là à un moment donné. La latéralité, hein, quand on est gaucher et droitier, c'est pas tout à fait pareil. Dans un monde où le travail est essentiellement conçu pour une main dominante à droite, quand elle est à gauche, forcément, ça va générer des contraintes supplémentaires pour les salariés qui seraient dans cette situation-là. Et là, pareil, un point de suspension, c'est toujours fonction du cas, mais grosso modo, une fois qu'on a fait le tour un peu de ces éléments-là que je vous indique, on a fait déjà un bon tour d'horizon de la problématique. Toujours est-il que on est en prévention. Alors attendez, hop, mon truc ne fonctionne plus. Voilà. On est en prévention. L'idée, c'est pas de se limiter aux facteurs de risque, hein, qui sont, on va dire, les facteurs directs de la maladie professionnelle. Mais l'idée, c'est d'aller le plus en amont possible, hein. Si on applique les principes généraux de prévention, on va combattre le risque à la source de manière à ce qu'on évite son apparition. Donc l'idée, c'est d'aller petit à petit un petit peu plus loin et d'aller vers ce qu'on appelle les déterminants, grosso modo les causes en amont de tous ces facteurs de risque qui vont principalement se retrouver dans l'organisation du travail. Donc on va interroger les modes de reconnaissance du travail, hein, l'équilibre effort-récompense, qui est un modèle qu'on utilise notamment, qu'on utilisait plutôt, qui est toujours vrai, sur les risques psychosociaux, grosso modo, face aux efforts que je consens pour réaliser mon boulot, en quoi la structure, l'entreprise, me récompense d'une manière matérielle ou symbolique pour cet effort. On va avoir les éléments autour d'exigences de production, les flux de production, hein. Si on est sur du flux tendu, forcément, ce n'est pas la même chose que si on est sur quelque chose de beaucoup plus artisanal. L'organisation du travail plutôt en termes horaires, la conception des postes, bien sûr, les outils, les conflits éthiques, qualité empêchée. Grosso modo, on me demande de faire un boulot avec lequel je suis en désaccord d'un point de vue de mes valeurs, ou j'ai des compétences, mais on ne me demande pas de les utiliser, en tout cas, elles ne sont pas exploitées dans le cadre de mon travail, on me demande de faire moins bien parce que l'entreprise ou la structure n'attend pas mieux de ma part que ça, les caractéristiques des produits, la gestion du personnel, l'évolution de carrière, etc. Je rentre dans la structure, je suis à un poste A, et puis 20 ans après, 30 ans après, je suis toujours au même poste. Forcément, à un moment donné, ça va commencer à générer des problématiques de ce type-là. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tout ça. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se limiter aux facteurs de risque, il ne faut pas se limiter aux histoires d'efforts, de répétitivité ou de contraintes temporelles. Si on veut faire de la prévention puissante et de la prévention qui plus est, qui ne coûte pas forcément très très cher, il faut essayer de remonter vers les déterminants,
parce que là, on va arriver à une maîtrise un petit peu plus certaine de notre problématique TMS et qui va être beaucoup plus globale que la situation finalement qu'aura déclenché ce travail de prévention. Donc vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est ce modèle-là en fait. Grosso modo, si on veut parler de TMS et d'agir en prévention, il faut avoir bien en tête cette modélisation et cette tendance qu'il faut le plus possible. Alors c'est pas facile, je vous vends pas ça comme étant un parcours de santé, mais essayer le plus possible d'aller vers les causes en amont pour pouvoir agir dessus. Et c'est là-dessus qu'on a le plus de levier d'action, parce que agir sur les efforts, la répétitivité, les postures, on tourne vite en boucle là-dessus. Les efforts, voilà, on va foutre des aides à la manutention ou des choses qui vont compenser les efforts, qui vont plus ou moins servir. La répétitivité, j'ai rarement vu une entreprise qui agissait directement sur la répétitivité en disant voilà, on va produire moins pour réduire la répétitivité. Et puis les postures, c'est extrêmement compliqué de maintenir le poste de travail dans les zones de confort. À un moment donné, il y a forcément des choses qui vont être éloignées des zones de confort des membres supérieurs, par exemple, qui fait qu'à un moment donné, voilà, on court un peu après le dimensionnement de ce poste de travail-là. On ne pourra jamais le faire tenir sur un timbre-poste, très clairement. Donc voilà, pour les TMS, vous me dites si je suis trop speed. Non, écoutez, pour moi, les choses c'est bon, les choses sont toujours là. J'arrive à suivre. J'arrive à suivre. Alors, vous pouvez commencer pour les participants, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à utiliser comme d'habitude la boîte de dialogue pour vous poser des questions. Et on peut mettre à la fin, puis si à un moment donné, je trouve qu'il y a des questions qui pourraient intervenir, qui collent vraiment bien une diapo, peut-être que j'interviendrai. Mais je vous en prie, continuez comme ça pour l'instant. Ok. Donc, pour le moment, on a juste posé un petit peu la photographie. C'est quoi les TMS? Comment ça se décortique le jour où on veut commencer à analyser cette problématique-là? Maintenant, tout ça s'inscrit forcément dans une démarche de prévention beaucoup plus globale. Indépendamment de la technique de l'analyse du travail, à un moment donné, il faut passer sur une logique de démarche, de projet d'entreprise ou de structure. C'est pas l'affaire d'un expert, d'un individu qui va porter à bout de bras cette problématique dans l'entreprise, parce que vous avez bien vu, à partir du moment où on va vers des éléments d'organisation du travail, on se trouve aussi à la jonction de plein d'éléments un peu contradictoires de l'entreprise ou de la structure qui vont être difficiles à faire bouger, surtout quand on est tout seul. Donc, l'important pour agir dessus, c'est de s'organiser dans le cadre d'une démarche. Je vous en propose une. Il y en a plein dans la nature. Après, elles se ressemblent toutes plus ou moins. Ce que je vous propose là, c'est plutôt une démarche qui est une déclinaison, on va dire, de TMS Pro, qui est un programme qu'on déploie, nous, dans les entreprises, dans le cadre de notre convention de gestion avec la CNAM, qui est une démarche assez structurée et qui est un peu le reflet de ce qu'on peut préconiser en termes d'organisation de la prévention sur cette thématique-là. Donc voilà. Alors, je vous donnerai des ressources pour vous y référer, mais grosso modo, on agit maintenant en termes de prévention des TMS au regard de cette démarche TMS Pro qui existe depuis 2013. Chez nous, en tout cas, qui est structurée ainsi depuis 2013. Qui évolue, mais qui dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, pour agir en prévention des TMS, grosso modo, il y a 4 principes méthodologiques qui sont fondamentaux. Alors, en plus du petit schéma que je vous ai montré avec mes 3 patates et mes déterminants, la deuxième chose à mémoriser, c'est ça. Le reste, c'est du en plus. Mais grosso modo, si on veut agir en prévention des TMS et s'organiser pour faire un travail pertinent, il faut faire en sorte de créer les conditions de la participation de tous les acteurs de l'entreprise ou de la structure à un moment ou à un autre. L'idée, c'est pas que tout le monde soit le chef, mais qu'à un moment donné, on puisse solliciter, donner la parole aux uns et aux autres d'une manière plus ou moins ponctuelle, mais en tout cas, il nous faut la participation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour agir sur cette situation-là. La multidisciplinarité, la conjugaison des savoirs, c'est un petit peu au regard de ce que je vous disais il y a quelques minutes. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, la prévention des TMS. Il faut croiser les points de vue, il faut croiser les disciplines, il faut croiser les connaissances, il faut croiser les compétences. Et si on veut agir dessus, il faut mettre autour de la table différentes composantes de l'entreprise qui vont avoir une incidence sur le travail, des gens des RH, des gens de la qualité, des gens qui contrôlent le travail, des gens qui font le travail. Chacun a un bout de la vérité, et l'idée, c'est de mettre autour de la table tous ces gens-là pour essayer d'arriver à quelque chose d'assez exhaustif au regard de la compréhension de la situation de travail qu'on va traiter plus particulièrement par la suite. Donc,
s'assurer de plusieurs compétences, de plusieurs orientations, de plusieurs fonctions, de plusieurs métiers autour de la table pour causer de ce sujet-là et pour le prendre en main. Troisième élément important de méthodologie, c'est d'avoir une approche globale, systémique. L'idée, c'est pas de se concentrer sur le micro-bout de geste qui pose problème ou la micro-contrainte qui est un petit peu la partie visible de l'iceberg, mais c'est d'envisager la situation de travail de manière beaucoup plus globale. Il se passe des choses avant, il se passe des choses après, il se passe des choses en parallèle. Si le salarié fait le boulot comme ça, c'est parce que les conditions ont été créées pour que ça se passe comme ça. Donc l'idée, c'est plutôt d'analyser le travail et ce poste de travail au regard d'un système beaucoup plus global où l'entreprise a ses impératifs, a ses exigences, et au final, c'est le salarié ou c'est l'agent qui va les mettre en œuvre et qui va faire ses compromis entre aboutir à quelque chose finalement, réussir à produire quelque chose, et puis toutes les contraintes que le système d'organisation du travail va mettre en parallèle. Donc vraiment, approcher le poste de manière très très globale. Et puis, dernier principe, c'est l'analyse d'activité. Donc, je vous ai mis entre parenthèses travail prescrit versus travail réel, ce qui est un peu le reflet de ce qu'est l'analyse d'activité. Grosso modo, il faut plutôt s'intéresser à ce que fait réellement le salarié, l'agent, l'opérateur dans le cadre de son travail, plutôt que de s'intéresser à ce qu'il est censé faire mais qu'il ne fait pas. Il y a toujours un écart entre la prescription du travail et la façon dont il se réalise. L'idée, c'est d'aller vers la réalité du boulot tel qu'il se met en œuvre, parce que le travail, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des aléas, il y a de la variabilité, qui fait qu'à un moment donné, le salarié va changer sa façon de faire, va faire différemment. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut construire une analyse, et pas sur ce qu'il était censé faire. Donc les analyses qui disent « il n'est pas censé porter les trucs », mais il le fait, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'il porte des trucs, et c'est là-dessus qu'on va agir. Sinon, on ne fait que du rappel de consignes, et ça, il n'y a pas besoin d'une analyse pour rappeler des consignes de travail qui ne sont jamais mises en œuvre. Donc voilà, 4 principes importants. Et puis une démarche un peu plus globale, donc en 4 phases. Alors, elle n'est pas sortie du chapeau, elle est assez classique, cette démarche-là. Elle est plutôt en adéquation avec la démarche de prévention telle que la DGT l'avait posée dans la circulaire de 2002. C'est une démarche, grosso modo, on se prépare, on agit, on fait un plan d'action, et puis on s'assure que ce qu'on a fait, c'est pas trop déconnant, et que ça agit sur les éléments qu'on avait identifiés au préalable. Et puis on est dans une boucle d'amélioration continue qui se réinterroge sur elle-même en permanence, et alors d'autant plus sur le sujet des TMS, puisque le travail, ça change tout le temps. L'organisation du boulot, ça change tout le temps. Le matériel, ça change tout le temps. Les consignes de travail, les objectifs de travail, ça change tout le temps. Donc, c'est une question à se reposer très régulièrement. Et c'est en ça que la question des TMS, c'est plutôt quelque chose à inscrire de manière pérenne dans le fonctionnement de la structure, plutôt qu'un one-shot où on va agir sur un truc et puis après, basta. Non, il faut régulièrement se reposer la question de la problématique TMS parce que le travail évolue. Donc, je vous proposerai ensuite de rentrer un petit peu plus en détail dans ces 4 phases de démarche. Mais globalement, on est sur une démarche classique d'évaluation des risques. Donc, c'est une première phase qui est... Alors, bon, ça, c'est un peu le pendant du moment où on formalise les choses sous forme de questions plutôt que d'affirmations. Donc, en quoi suis-je concerné? L'idée, avant de commencer un travail sur les TMS, c'est de se faire un peu un état de situation de la structure, de l'établissement sur cette problématique-là, pour pouvoir repartir de ça. L'idée, c'est pas de repartir à zéro et de considérer qu'il n'y a jamais rien eu de fait sur ce sujet-là. C'est de faire un état des lieux sur l'impact de cette problématique-là au regard de la sinistralité TMS lombalgie, grosso modo. Où est-ce qu'on a des accidents du travail de type lombalgie? Où est-ce qu'on a des maladies professionnelles de type TMS? Où est-ce qu'il y a de l'absentéisme? Où est-ce qu'il y a des alertes, des plaintes, des élus du personnel ou des agents eux-mêmes sur ces thématiques-là? Où est-ce qu'on a des restrictions? Voilà, faire un petit peu un débroussaillage de la situation de la structure au regard des conséquences santé. Et là, c'est facile puisque ça a eu lieu. Donc, il y a des traces, on n'est pas sur du prospectif. L'idée, c'est vraiment de voir un peu où on en est là-dessus et quel impact ça a tout ça. S'intéresser également, aller voir un peu comment c'est faite l'évaluation des risques pro. Alors, j'ai mis entre guillemets activité physique dans le document unique, grosso modo, comment ce risque il a été évalué. Est-ce que c'est une analyse assez fine finalement
de ces problématiques-là, ou est-ce qu'on est sur une ligne dans le document unique qui met TMS, fréquence 2, gravité 3, et puis on voit un point barre, quoi, et on n'en sait pas plus. Donc repartir un petit peu de ce qui est dans l'obligation réglementaire dans le cadre du document unique. Sur ce sujet-là, c'est un risque professionnel, il doit être évalué. Qu'est-ce qu'il y a dans le document unique là-dessus? Est-ce que c'est satisfaisant pour orienter l'action? Ou est-ce que finalement on est plutôt sur une évaluation de principe et il y a un petit boulot à refaire sur cette question-là? Et puis aussi aller voir un petit peu le processus de prévention déjà en place. Grosso modo, l'entreprise où vous ne tombez pas du nid aujourd'hui quand on vous cause de TMS, il y a déjà eu des choses de fait, il y a déjà des choses qui sont plus ou moins maîtrisées, des outils qui sont plus ou moins déployés dans la structure. Bon, bah, où on en est là-dessus? Est-ce qu'on a déjà des groupes de travail? Est-ce qu'on a déjà des compétences, etc., pour pouvoir s'appuyer sur ces ressources-là, pour pouvoir structurer la démarche qu'on va mettre en place. Donc tout ça, ça va nous donner une première représentation du profil de risque. C'est quoi l'impact en termes de désorganisation? Est-ce qu'on arrive à identifier des métiers, des fonctions qui sont particulièrement touchés par cette thématique-là? Est-ce qu'on a déjà des acteurs qui s'agitent dans l'entreprise sur cette question-là parce que c'est dans leur mission et qu'ils ont déjà traité ça, parce que c'est dans leur fonction où ils ont un mandat d'élu et grosso modo, il y a des demandes régulières sur cette thématique-là. On va pouvoir s'appuyer sur ces gens-là pour pouvoir porter le travail aussi, etc., etc. Ça va nous permettre de poser des indicateurs aussi, faire un état initial, ça va permettre de mesurer la progression à un moment donné. Donc on va pouvoir commencer aussi sur cette base-là à poser un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir suivre dans le temps, qui vont avoir une tendance à varier. Le but, ce n'est pas de suivre un indicateur qui ne bouge jamais, mais commencer à se poser la question de qu'est-ce qui serait le bon reflet, finalement, de notre problématique. Est-ce que c'est l'absentéisme? Est-ce que c'est les plaintes? Est-ce que c'est les accidents? Est-ce que c'est autre chose? Là, ça se statue au regard des éléments qu'on a déjà dans le tuyau dans l'entreprise. Et puis de mettre en cohérence toute cette démarche avec ce qui existe déjà. Le but, c'est pas que ça se télescope avec d'autres structures, d'autres organisations en place en prévention dans l'établissement. Donc, c'est de mettre en cohérence tout ça. Et puis d'identifier sur quoi on peut se reposer, puis sur quoi on est un petit peu plus léger. Et pour faire ce dernier point d'identification de force et d'axes d'amélioration, je vous propose un petit outil qu'on met à disposition des entreprises et que je trouve vraiment très très bien foutu, qui s'appelle un outil d'évaluation de la démarche. Et l'idée, grosso modo, là, derrière tout ça, c'est de faire une photographie du processus de prévention en place dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas tant ce que l'entreprise fait en termes de prévention des TMS, mais la façon dont elle le fait. Donc, vraiment, toute l'organisation de la prévention, la politique de prévention, et pas tant la solution concrète qu'elle a mis à la fin. Et ça s'évalue au regard de 6 axes. L'engagement de la direction, qui est un axe fondamental. Si la tête ne donne pas l'ordre au corps de marcher, il ne faut pas s'attendre à ce que le corps bouge. Donc il faut vraiment, à un moment donné, une posture de la direction qui soit assez ferme et claire pour traiter cette problématique-là, ne serait-ce que pour légitimer les gens qui vont aller faire le boulot d'analyse et de proposition de solutions et de transformation du travail. La mise en œuvre d'une démarche de prévention, la recherche d'autonomie, la participation des salariés, la mise en œuvre de solutions. Est-ce qu'on est toujours sur des solutions un peu transversales, type geste et posture, où grosso modo ça convient à tout le monde mais à personne, ou est-ce qu'on est sur des solutions un petit peu plus ciblées sur une situation de travail donnée, qui va plutôt être sur le matériel, par exemple, qui fait qu'on ne sera pas dépendant du bon vouloir d'un salarié d'appliquer ou pas le geste et posture qu'on lui a enseigné. Et puis la prévention durable, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure en termes d'amélioration continue. L'idée, c'est que ça dure dans le temps et que cette question se repose régulièrement. Et dans l'idéal, elle se pose dès la conception d'une situation de travail. Donc, je vais essayer de vous montrer ce petit outil. Mais du coup, je pense qu'il faut que je change de partage. Hop là. Il faut arrêter le partage et puis repartager. Voilà, je recommence. C'est un peu l'envers de la technique là, que je vous montre. Hop. Donc là, vous devez voir mon fichier Excel. Oui. Oui, non? Évaluation de la démarche de prévention des TMS, vous voyez ça? C'est ça. Okay. Voilà l'outil. Donc, dans l'idée, alors ce n'est pas un outil de mesure scientifique, entendons-nous bien, c'est plutôt un outil de questionnement en interne. Et dans l'idéal, en tout cas, c'est comme ça que nous, on le préconise dans les entreprises, c'est de remplir ça de manière paritaire, direction représentant des salariés, pour se mettre d'accord sur où on en est, pour se mettre d'accord sur où on va, et puis favoriser une forme de dynamique interne
L'idée, c'est que les gens aussi ne se tirent pas dans les pattes à un moment donné de la démarche qui serait plutôt stratégique. Donc, on se mette d'accord dès le démarrage aussi sur où on en est et où on va. Bon, je vous montre comme ça, plutôt à titre d'illustration, quelques items. Vous voyez, en termes d'engagement de la direction, eh ben, on a inscrit la problématique dans le document unique, puisque le document unique est sous la responsabilité de l'employeur. On a nommé une personne ressource pour animer la démarche. On affiche clairement la volonté de traiter les TMS en tant que priorité. On a dégagé du temps, des moyens, etc., etc. Je ne vais pas vous passer la liste comme ça, mais l'idée, c'est de s'interroger sur ces différents éléments-là, collectivement, et puis pour aboutir à la fin à quelque chose. Alors, il n'est pas rempli, là. Une espèce de radar un peu sur ces 6 dimensions qui va montrer un petit peu les points de fragilité, les points de faiblesse de la façon dont la prévention était organisée jusqu'à présent dans la structure qui nous concerne. Et du coup, on peut se dire, ben, c'est autant d'axes d'amélioration qu'on va identifier et qu'on va essayer de bétonner dans la suite du travail de construction de cette démarche-là. Donc, je le trouve plutôt intéressant. Ça permet vraiment déjà de considérer qu'on ne fait pas rien, et puis de s'appuyer sur ses forces, et puis de dégager un petit peu des axes d'amélioration, aussi au regard de discours qu'on pourrait entendre, on fait déjà tout bien. Bon, ben, il suffit de passer ce petit outil-là pour se rendre compte que le monde n'est pas si rose que ça finalement, et qu'il y a encore plein de choses qui pourraient être améliorées dans l'entreprise, au regard du fonctionnement de sa démarche et de sa politique de prévention. Bon, je vous l'enverrai cet outil, vous le regarderez un petit peu plus en détail, mais je le trouve assez puissant, et il n'est pas technique. C'est aussi un des intérêts de cet outil-là, c'est qu'on dépasse la technique pour vraiment aller vers de la méthodo, de la construction et de la structure de démarche, et ce qui est un petit peu dans l'air du temps. Hein. De plus en plus, la prévention, hein, c'est aussi construire des processus qui vont permettre de traiter ces problématiques-là. On n'est plus tant sur de la compétence technique. Alors, s'il fait partie des documents que vous avez envoyés à Céline en amont, on les a partagés, on a envoyé avec le mail de confirmation, donc vous avez déjà eu le document. Et de toute façon, vous savez, dans le site internet, on a toujours une partie où vous pouvez retrouver nos webinaires. Et dans cette partie-là, il y aura non seulement le replay, mais vous aurez également le support de présentation et ces documents-là, comme d'habitude. Alors, hop, excusez-moi, le PowerPoint est reparti au démarrage. Paf! Donc là, vous le revoyez, ouais, on est bon? Parfait, c'est nickel. Bon, voilà, j'en dirai pas plus sur cet outil, mais enfin, ça peut déjà être un premier pied sur la marche de commencer à vous poser des questions au travers de cet outil pour pouvoir commencer à structurer votre travail de prévention pour la suite. Il est vraiment très intéressant. Je ne vous le vends pas comme étant un truc qui se fait sur un coin de table en 10 minutes, hein, ça je vais être honnête, mais malgré tout, c'est un questionnement qui est intéressant et qui peut permettre quand même une forme de dynamique collective qui va être facilitante pour la suite. La phase d'après, qui est plutôt, alors par quoi commencer, qui est plutôt une phase de structuration, hein, grosso modo, comment on organise un petit peu tout ça, et sur la base de l'état des lieux qu'on a fait précédemment, on va commencer à structurer notre projet de prévention, notamment en formalisant un petit peu l'engagement de la direction justement, en se définissant des objectifs au regard de ce qu'on a vu dans l'état des lieux et ce vers quoi on va tendre, les moyens associés, que ce soit humain, matériel, pour mener ce travail, un phasage qui va être le reflet de nos 4 phases de démarche, hein, pour être très franc, mais grosso modo, on se fixe un calendrier de mise en œuvre et de points d'étape sur ce travail-là, et puis les modalités du pilotage et de sa mise en œuvre, grosso modo, est-ce qu'on met en place une instance de pilotage dédiée dans la structure? Est-ce que ça peut être aussi le CSE, hein, qui peut être l'endroit du pilotage, puisque la prévention, malgré tout, c'est quelque chose de paritaire, ça se gère paritairement, ça se pilote paritairement. Le CSE est tout à fait à même d'être le lieu pour piloter ce genre de démarche. Et puis pour sa mise en œuvre, est-ce qu'on met un groupe de travail en place? Comment on organise tout ça? Il faudra une personne, à un moment donné, malgré tout, même si je vous dis que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, il faudra quand même un garant de la compétence et de la méthodo qui va être déployé derrière tout ça, hein, quelqu'un qui va animer cette démarche-là, même s'il est aidé d'autres personnes, il faudra quand même quelqu'un qui va mettre en musique tout ça, donc décider de qui va faire ça. Est-ce qu'on a les ressources en interne? Est-ce qu'on fait appel à l'externe, un consultant qui va nous aider? Jusqu'à quel point ce consultant va nous aider? Est-ce qu'il nous transfère de la méthodo
ou est-ce que c'est de la sous-traitance, il fait à notre place, et puis on attend ses conclusions. On se met d'accord, et puis on construit un petit peu ce projet-là sur un mode projet, hein, tout simplement. Vous pouvez nous en dire plus sur les types de profils qui peuvent être retenus par les entreprises pour animer cette politique de prévention? Classiquement, s'il y a un animateur sécurité, un responsable sécurité, ça peut être pas mal. Globalement, pour l'animateur en tant que tel, vraiment le porteur du projet, on va dire, il nous faut quelqu'un qui soit en capacité d'animer des groupes, des réunions, des groupes de réflexion dans l'entreprise, donc qui sache animer une réunion, hein, tout simplement, qui sache analyser le travail au regard des méthodos classiques en ergonomie, donc analyse de l'activité, et puis maîtriser quelques outils de quantification des contraintes. Alors pour ça, je vous en présenterai quelques-uns de ces outils-là. Enfin, il y a des normes, hein, puis il y a la loi aussi, hein, le Code du travail fixe aussi un certain nombre de points de repère. Mais globalement, voilà, c'est le profil qui est à peu près recherché, c'est être en capacité d'animer des groupes de travail et être en capacité de faire des analyses du travail. Alors après, donc classiquement, en tout cas, moi, ce qu'on voit plutôt dans les entreprises qu'on suit, ça va être le responsable sécu, l'animateur sécu, mais ça peut être aussi une personne des RH, des fois le directeur lui-même de la structure. Quand c'est une petite structure, le directeur s'empoigne le boulot, et puis c'est pas moins bien fait que si c'était quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être un élu du personnel qui a un petit peu de bouteille, qui sait un petit peu manier les différents outils en prévention, qui gère cet aspect-là. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui a un certain nombre de compétences qui vont bien, et puis qui soit légitime pour mener ce boulot-là, quoi. S'il a des casseroles aux pattes, forcément, ça va être compliqué. Mais voilà, il n'y a pas de profil prédéterminé. Classiquement, il faut quand même avoir une petite sensibilité en termes d'analyse du travail, de conditions de travail et de santé-sécurité, quoi. Je réponds à votre question? Parfait, merci beaucoup. Okay. Donc, une fois qu'on a structuré tout ça, faut embarquer tout le monde dans notre affaire, hein, et ça passe par aussi une phase d'information, de mobilisation de tous les acteurs. Donc, les élus du personnel, forcément, ils sont partie prenante à un moment donné. Ils vont donner leur avis sur un certain nombre de choses. Ils vont peut-être même aller plus loin. Là, c'est fonction de comment on veut que les choses se passent dans la structure. Il y a le médecin du travail qui a forcément aussi son rôle à jouer, puisqu'il voit les salariés à un moment donné et il entend un certain nombre de choses. Donc du coup, son regard peut être intéressant. La mise en place, dans ce que je vous évoquais, d'un groupe pluridisciplinaire qui va être en charge de centraliser un petit peu les analyses et les plans d'action, et puis les salariés en tant que tels, parce qu'à un moment donné, on va analyser leur boulot, donc il faut leur tendre le micro pour qu'ils s'expriment, et puis on va le transformer, il faut qu'on tende le micro aussi pour qu'ils s'expriment, qu'on ne le transforme pas d'une façon qu'ils ne puissent plus faire le travail derrière. Donc, une phase d'information, de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Ça peut passer par de l'affichage, de la réunion collective, etc., de la formation, de la sensibilisation. Suivant l'acteur auquel on s'adresse, les différents panels de communication s'entendent, quoi. Donc la phase d'identification des compétences, bon, ça je l'ai un peu évoqué. Et puis l'idée, c'est pas de saupoudrer de la biscotte sur l'ensemble de la structure pour dire on va faire de la prévention des TMS pour tout le monde. C'est d'aller là où il faut aller, et là, sur les situations sur lesquelles il y a un intérêt à aller en termes de prévention. Ce qui veut dire qu'il faut passer par une logique de dépistage et d'hiérarchisation, de se fixer des priorités. On va aller sur le poste tartempion dans un premier temps, on va le traiter, puis après on passera à un autre, mais on n'est pas dans une logique transversale où finalement on va mettre une mesure qui va concerner pas grand monde, quoi. Donc vaut mieux travailler sur une situation, un petit périmètre, le travailler de A à Z et après passer à un autre, plutôt que de vouloir être trop gourmand et d'en faire beaucoup, et puis qu'au final, on fait un truc très très généraliste et on a perdu un peu notre temps. Donc pour faire ce travail de dépistage, pareil, là je vous propose un autre petit outil qui ne mange pas de pain, mais qui est très bon, qui ne nécessite pas forcément de compétences spécifiques, qui est une petite grille d'observation du travail et de discussion avec les salariés, et qui va permettre un petit peu de faire un inventaire des facteurs de contrainte sur une situation de travail prédéterminée, sachant que les TMS, c'est un risque probabiliste. Plus il y a de facteurs de risque, plus il y a de probabilité que la maladie pro arrive à un moment donné. Donc l'idée là, c'est de repérer quels facteurs de risque sont présents dans cette situation. Donc on n'est pas en train de les mesurer, on est juste en train de repérer qu'ils sont là. Donc deux types d'indicateurs. Indicateur a posteriori, est-ce qu'il y a déjà eu des conséquences santé, hein, si telle situation de travail, il y a déjà eu des maladies pro de déclarer, on sait que déjà, il y a une problématique. Et puis des indicateurs a priori, donc qui sont plutôt de l'ordre du qualitatif,
au regard de l'observation qu'on va faire de la situation de travail et de l'expression des gens autour de leur travail. L'idée, c'est pas d'y passer des plombes là-dessus. En 15-20 minutes, le dépistage, il est fait pour une situation de travail donnée. On n'est pas sur une mesure scientifique là non plus. On est sur un premier tri pour savoir sur quoi ça a un intérêt d'aller agir. Donc là, pareil, je vais refaire ma petite manipulation savante pour vous montrer un petit peu mon fichier, là. Hop, mince. Alors, je recommence. Toc. Paf, dépistage. Donc ça aussi, on vous l'a transmis dans l'invitation. Bon, il y a toujours une première page qui est un petit peu un cadrage méthodo. Je vous laisserai le soin de le lire. Et puis, on a ces grilles. Voilà, une grille par situation de travail qu'on va aller observer. Donc là, la première partie que je vous montre, c'est les indicateurs plutôt a posteriori. Grosso modo, est-ce qu'il y a déjà eu des arrêts, des plaintes, des inaptitudes sur cette situation-là? On est sur du binaire, hein, oui, non. En termes de gestion du personnel, bon, est-ce qu'il y a de l'absentéisme, les gens se barrent dès qu'ils en ont l'occasion, ils ne veulent surtout pas aller sur ce boulot-là parce que personne ne veut le faire. Et puis, les indicateurs plutôt a priori, donc plutôt les facteurs de risque, là. Et grosso modo, c'est découpé en efforts physiques, le dimensionnement, donc entre guillemets, les angulations, les postures, les caractéristiques temporelles, entre guillemets, la répétitivité du travail, mais pas que, les caractéristiques de l'environnement, et puis l'organisation du travail. Et l'idée, c'est pour l'ensemble de ces éléments-là, s'interroger, est-ce que dans cette situation de travail, est-ce qu'on a des problématiques liées à des efforts qui seraient exercés ou des charges lourdes qui seraient à soulever, à tirer, à pousser? Non, il n'y a rien de tout ça. Bon, mais non. Oui, et le salarié, en plus, s'en plaint. Il vous dit vraiment, ça, c'est problématique, et ça sera critique. Et puis oui, c'est là, mais il n'y a pas une plainte particulière qui émerge de cette situation-là. On sera du oui, mais non critique. Donc on est sur une évaluation un peu à la louche. Elle n'a pas vertu à être une photographie fidèle de la réalité. Par contre, ça va permettre d'interroger quand même un certain nombre de facteurs dont on sait que s'ils sont dégradés, ils vont participer à la problématique TMS. Et puis, grosso modo, ça vous fait un petit compte à la fin du nombre de croix dans les trucs qui vont bien. C'est pas la seule donnée à prendre en compte, mais malgré tout, ça va être une aide à la décision pour se dire, le poste ADD, il est particulièrement problématique, et on a un gain certain à aller travailler là-dessus, parce que il y a un certain nombre de facteurs de risque quand même qui ont été identifiés et sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, on fait plusieurs grilles, une par situation de travail, et puis à la fin, on arrive à une espèce de synthèse par situation de travail, combien on a de facteurs critiques ou non critiques qui sont posés. On met en perspective le nombre de salariés, puisque une situation qui serait problématique où il y a un salarié, puis une situation qui serait un tout petit peu moins problématique, mais qui concerne 40 salariés, ça se discute, et en tout cas, c'est légitime de se poser la question sur laquelle on va aller agir en premier, quoi. Et puis on se fixe une priorité, pareil, dans le cadre du dialogue social, hein, on se met d'accord pour dire, on regarde ce qu'on en a observé, de ce qu'on en dit, des facteurs qu'on a identifiés, on va estimer que notre priorité, ce sera ce poste-là, et c'est sur celui-ci qu'on va commencer à travailler. Et après, on verra la suite. Donc tout ça, voilà, ça permet de ne pas trop se disperser, d'avoir un regard relativement outillé sur le travail. Et puis, certes, il ne demande pas de formation pour être utilisé, cet outil-là, mais j'aurais tendance à dire qu'il participe plutôt à la formation des gens, parce qu'au travers de la familiarisation avec les différents facteurs de risque qui sont mentionnés, commencer à regarder le boulot, commencer à discuter avec les gens autour de tout ça, on monte en compétence, ce qui va être utile pour la suite. Toc, je reviens à mon PowerPoint. Ça va, j'étais clair sur ce... Mais écoutez, très clair, hein, c'est des outils, moi je trouve que c'est des outils simples, qui sont clairs, qui j'espère donneront des idées et des envies. Alors voilà, moi en tout cas je les trouve très bons ces outils-là, parce que justement on dépasse un petit peu cette question de la quantification à outrance, où on passe des plans, on va essayer de mesurer un petit peu des angulations, des expositions à différents facteurs, pour à la fin dire, il y a un problème. Là, ça mise un petit peu plus sur du subjectif. Par contre, tout le temps qu'on a économisé à reposer sur du subjectif, ça va être autant de temps qu'on va pouvoir mobiliser pour transformer le travail, quoi. Et pour compenser cette subjectivité qu'il y a derrière tous ces critères, le fait d'être plusieurs autour de la table pour statuer qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui l'est pas, d'avoir les points de vue des salariés, on tend vers une forme d'objectivité sans devoir sortir l'artillerie lourde de la métrologie pour définir qu'effectivement le bras il était bien à 32 degrés et pas à 29 et que c'est un problème s'il est à plus de 30 degrés, quoi.
On arrive juste à l'heure qu'on avait annoncé, mais Oh là là, vous mais ne je vais serez me pas dépêcher. surpris. Mais non, je ne vous mets pas la pression parce que vous allez déjà assez vite comme ça. Je pense que c'est pas la peine de changer de rythme. Mais vous savez que souvent nos webinaires d'1 heure, ils durent plutôt 1 heure et quart, voire un peu plus s'il y a des questions. Donc nous allons être fidèles à notre dépassement habituel, mais vous voyez que c'est pour la bonne cause. Là, il y a quand même il y a du contenu, il y a des outils. On est sur quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, je m'arrête là pour vous laisser la parole. Donc, je vais maintenir la tradition du dépassement horaire, alors, bien volontiers. Donc, phase suivante, c'est la phase à proprement parler de l'analyse du travail. On s'est organisé, on a nommé des gens, on a constitué un groupe pluridisciplinaire, on a un cadrage qui est posé par la direction qui fixe des objectifs, des moyens, etc., etc. On a communiqué auprès des salariés, on s'est fixé nos priorités, on va analyser nos situations de travail à proprement parler, qu'on a définies comme prioritaires. Alors après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, là c'est suivant les moyens qu'on peut y consacrer. Vaut mieux en faire bien une que mal 5. Hein. Et comment on fait ça? Le cœur de cette analyse, c'est l'analyse d'activité que j'ai un peu évoquée au préalable, cette notion de travail réel. Grosso modo, si on ne fait pas ça, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut rentrer dans une phase où on va essayer de comprendre le travail. On va essayer de comprendre comment fonctionne le salarié dans sa situation de travail, comment il fonctionne quand tout va bien, mais aussi comment il fonctionne quand il y a des choses qui ne vont pas bien. Il y a des aléas, il y a des dysfonctionnements, il y a des problématiques qui vont se manifester à un moment donné. Le salarié va compenser tout ça, va réguler son activité pour pouvoir absorber ses contraintes. Et comme il les absorbe, en général, l'entreprise, elle n'est pas au courant que ça a lieu, puisqu'il a compensé tout ça. Donc l'idée, c'est d'aller voir tout ça et de comprendre pourquoi il fait les choses de telle façon et pas d'une autre, pourquoi il fait les choses comme ça et puis 10 minutes après, il les fait différemment, pourquoi il les fait comme ça et son voisin qui fait le même boulot ne le fait pas pareil. Il y a des explications, il y a des éléments. Ça peut être l'expertise qui justifie qu'à un moment donné, il y a des raccourcis opératoires qui fait que le salarié va s'éviter un certain nombre de problématiques en réinterprétant sa façon de faire le boulot, mais ça peut être aussi d'autres choses, d'anticiper des dysfonctionnements, etc., etc. Donc il faut rentrer dans cette phase d'analyse d'activité, alors que je ne vais pas plus détailler aujourd'hui, parce que c'est une discipline en tant que telle, et que ça prendrait trop de temps, hein, c'est pas l'objet, mais malgré tout, il faut avoir en tête que on est plutôt sur une analyse qui va être beaucoup plus littéraire que mathématique, là pour le coup, où l'idée c'est de comprendre c'est quoi l'homme au travail et c'est quoi l'homme dans cette situation de travail, quoi. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris, sans juger, ce que faisait le salarié, pourquoi il le faisait de telle ou telle façon, et qu'est-ce qui pouvait se passer quand ça ne se passe pas comme prévu, on va identifier les facteurs de risque dans la situation de travail donnée, facteurs de risque biomécaniques, psychosociaux, et puis on va évaluer les contraintes associées. Donc pour ça, on va se référer à la réglementation qui donne un certain nombre de points de repère, on va se référer à des normes, on va se référer à des référentiels en ergonomie, on va se référer à des méthodos en ergonomie. Il y en a plein la nature de ces choses-là, plus ou moins récentes, plus ou moins vieillottes, plus ou moins contraignantes en termes de temps passé pour quantifier une contrainte. Là, je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez, puis j'imagine qu'il y a déjà chez vous des méthodos qui sont déjà préexistantes. Donc l'idée, c'est pas de changer hein, si vous en avez déjà qui vont bien. Malgré tout, il faut évaluer ces contraintes pour pouvoir poser qu'est-ce qui est problématique finalement dans cette situation de travail-là, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, il faut caractériser un petit peu les conditions d'exposition, puisque le facteur de risque, il n'est pas présent toute la journée, il n'est pas présent pendant 7h48 en permanence pour le salarié donné. Il y a des moments du travail où les facteurs de risque vont être là, le moment d'après, ils ne seront plus là. Grosso modo, on va avoir des phases du travail qui vont être critiques, des phases contraignantes. Il faut les caractériser, puisque c'est là-dessus qu'on va agir. Et puis on va remonter, enfin, une fois qu'on a posé tout ça, on va commencer à se poser la question des causes en amont. Pourquoi ça se passe comme ça? En quoi l'entreprise, elle a favorisé, finalement, le fait que ça se passe comme ça, concrètement, sur le terrain. Donc pour faire ce boulot-là, je vous propose 2 méthodos. Pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ce serait trop long, qu'on préconise, nous. Donc je vous le dis, il y en a plein d'autres, donc vous faites ce que vous voulez. Nous, on préconise celle-ci, parce que c'est nous qui les avons fait et qu'elles sont pas trop mal. Mais voilà, tout est possible.
Alors, sauf référentiel un peu farfelu, voilà, n'importe quelle méthode est correcte à partir du moment où elle couvre les facteurs de risque qu'on a vus précédemment, quoi. Donc, on a la méthode d'analyse de la charge physique de travail de l'INRS qui se décline en 2 méthodos. C'est pour ça qu'il y a 2 petits dessins. Une méthode généraliste, un peu tout venant, et puis une méthode dédiée plutôt au secteur sanitaire et social, où, grosso modo, on a ajusté un petit peu les différents critères au regard des spécificités de cette activité-là, notamment le fait que on travaille plutôt avec de l'humain et on ne porte pas des cartons de vis, mais en général, on manipule des patients. Donc, tout a été un petit peu adapté. C'est une méthode qui va plutôt être adaptée pour de l'analyse d'activité physique corps entier, c'est-à-dire des gens qui courent, qui tirent, qui poussent, qui grimpent, qui se mettent à 4 pattes, qui portent des trucs. Sur des cycles longs où il y a beaucoup de variabilité, on ne fait jamais 2 fois de suite la même chose, un coup je vais par là, un coup je vais pas ailleurs, où il y a finalement une modélisation du travail qui est plutôt complexe parce qu'il se passe plein de choses. Cette méthode est plutôt adaptée parce que justement, elle va faire un petit peu abstraction d'un certain nombre de mesures qui seraient nécessaires pour évaluer le risque. Parfois, on est plutôt sur du à la louche et c'est suffisant pour déterminer qu'il y a un problème. Grosso modo, le salarié lève le bras. Bon, il n'y a pas besoin de savoir quelle angulation il y a du bras. À partir du moment où il est levé, il est levé, quoi. Et puis on s'arrête là, on ne cherche pas. On ne va pas sortir le rapporteur, le compas, pour déterminer quelle est l'angulation de ce bras-là, pour déterminer s'il est ou pas contraignant. Le bras est levé, le bras est levé. Et puis on a un rythme 3, qui est une méthode qui a été faite par nos collègues de Rhône-Alpes, qui, lui, pareil, se décline en 2, alors voire 3, mais j'en ai mis que 2. Rythme 3, donc, qui est plutôt généraliste, et puis rythme MS, qui est médico-social, pareil, ajusté au secteur médico-social, et où là, on va plutôt être sur des situations d'analyse de travail répétitif membre supérieur. Grosso modo, quelqu'un qui est assis et qui a les bras qui travaillent sur des cycles très très courts, 30 secondes, 1 minute, qui se répètent en boucle, où là, la méthode va être un petit peu plus en détail sur la position du poignet, la position du coude, la position de l'épaule, etc., etc. Parce que, comme on est sur un cycle court, on peut se permettre de rentrer dans ce détail-là, ce qui n'est pas le cas sur la méthode d'avant, où on est sur des cycles longs et on ne va pas s'amuser à mesurer à chaque fois que le salarié bouge un bras, quoi. Donc voilà. Et c'est les 2 outils se valent. Après, on utilise l'outil en fonction de la situation qu'on a en fait en face de nous. Donc ça, j'ai pas pu vous les transmettre parce qu'ils sont un petit peu lourds. Je vous enverrai, si vous voulez, les liens pour les télécharger. Bon, voilà, 2 méthodos plutôt pas mal foutues, qui sont assez guidantes, qui donnent un certain nombre de points de repère et qui vous permettent de faire une analyse plutôt correcte d'une situation de travail. Une fois qu'on a fait ça, il faut construire un plan d'action. Il ne suffit pas de dire il y a un problème, il faut trouver la solution. Donc, on a décortiqué notre situation de travail, on sait où sont les problèmes, quand est-ce qu'ils se manifestent, où sont les causes. L'idée, c'est de trouver des solutions qui vont supprimer et réduire tous ces facteurs de risque en faisant participer les salariés qui vont devoir vivre la solution à un moment donné. Si on veut éviter la mauvaise greffe de solution qui est incompatible avec le boulot et qui va jamais être mise en œuvre, il vaut mieux faire participer les gens. Et puis voilà, bon là je vais faire assez court. L'idée c'est de bien poser, c'est quoi notre problème, c'est quoi notre solution, qu'est-ce qu'on en attend, et puis on s'assure du suivi en nommant quelqu'un chargé de la mettre en œuvre, et puis d'échéances associées. Quelques petits exemples. Alors après, voilà, il n'y a pas de catalogue de mesures universelles, idéales, qui correspondent à tout. C'est toujours du sur-mesure. En tout cas, si on veut bien faire les choses. Donc voilà, en fonction de différentes composantes, plutôt des axes de réflexion, quand on est sur des problématiques d'effort physique, se poser la question de l'assistance technique, de la réduction des masses unitaires, des histoires de dimensionnement, comment on pourrait respecter les zones de confort, est-ce que la posture qu'on a pour réaliser le boulot, est-ce que c'était la bonne? Finalement, est-ce qu'il ne faut pas mieux bosser debout plutôt qu'assis pour faire ce boulot-là? La répétitivité, est-ce qu'on peut réduire la répétitivité? Bon, avec toutes les limites que je vous ai posées tout à l'heure. Mais par contre, est-ce qu'on peut intégrer des phases de récupération dans le travail, du style des phases de déplacement, même si ça peut être vu plutôt comme une contrainte, le fait de se déplacer, ça peut permettre aussi à certains segments articulaires de se reposer.
sur l'environnement de travail, sur l'organisation du boulot, voilà, la latitude décisionnelle, l'autonomie au poste. Alors l'idée, c'est pas de dire on va laisser les gens être autonomes, hein, c'est se poser la question aussi en quoi on veut les rendre autonomes et pourquoi on veut rajouter de l'autonomie au regard de la problématique qu'on a identifiée. Donc voilà, c'est plutôt des axes de réflexion. Je ne vous donnerai pas une liste de solutions type, sinon je serai déjà riche et je vous aurais vendu le bouquin. C'est qu'une réflexion et un compromis à trouver en interne au regard des conditions de réalisation du boulot. Voilà. Alors, il y a toujours des solutions un peu tarte à la crème, hein, les tire-pales électriques, les tables élévatrices, etc., etc. Malgré tout, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Si on est sur une analyse assez exhaustive du risque, il n'y a jamais une solution au problème TMS. C'est toujours un cumul de plusieurs aménagements, plus ou moins ambitieux, mais malgré tout, ça ne tient jamais sur une seule chose, un plan d'action TMS. Et puis enfin, on arrive au bout. La phase de résultat, grosso modo, on a transformé notre situation de travail. L'idée, c'est de s'assurer qu'on n'a pas été déconnant dans ce qu'on a fait et qu'on n'a pas empiré la situation par rapport à ce qu'elle était à l'origine. Donc là, nous, ce qu'on vous propose, c'est de réutiliser l'outil de dépistage, puisqu'il y avait une mesure avant, faire une mesure après, qui ne prend pas plus de temps que ça, pour repérer s'il y a des facteurs de risque qui étaient critiques au début, qu'on a réussi à réduire du fait de notre plan d'action. Si on a qu'on n'a pas réussi à déboulonner, ça ne va pas bouger. Et puis surtout, si on n'a pas déplacé le risque et qu'on n'a pas fabriqué de nouveaux facteurs de risque qui n'étaient pas là avant, parce qu'on a déstabilisé le système de travail. Donc l'idée, c'est de se faire un premier tour qualitatif sur l'intérêt de notre plan d'action, sans devoir attendre 6 mois, 1 an, qu'il y ait ou pas des plaintes, des maladies qui se déclarent sur cette situation-là, quoi. Et puis enfin, on prend un pas de recul, on regarde le monde de haut, hein, grosso modo par rapport à ce qui était prévu. On essaie de mesurer un peu les écarts par rapport à ce qu'on avait initialement pensé, les ajustements qu'on a mis en place en cours de route dans la démarche, et puis la mise en place et puis le suivi d'indicateurs de pilotage pour inscrire la démarche dans le temps, puisque le but, c'est de reboucler sur d'autres situations de travail ensuite. Donc, de repérer un petit peu des indicateurs de pilotage, combien d'études on a fait, continuer à suivre, bien sûr, les maladies pro, les accidents, mais en tant que tel, seul, ce n'est pas un critère très fiable, parce que d'une année sur l'autre, ça peut quand même être très, très variable. Donc, plutôt des indicateurs a priori, plutôt de conditions d'exposition, des indicateurs de moyens, de performance, pour assurer un petit peu une veille de tout ça. Et puis, on se définit des nouveaux axes d'amélioration, des nouvelles situations à traiter, et puis on reboucle sur d'autres analyses, j'aurais tendance à dire jusqu'à la fin des temps, puisque c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Alors, je vais peut-être vous faire peur en le disant, moi, peut-être vous le saviez ou vous en doutiez, mais grosso modo, la question des TMS se posera tout le temps, à un niveau plus ou moins critique. Hein. Forcément, quand on démarre, il y a plus de boulot que quand on entretient la mécanique, mais malgré tout, c'est une question qui est centrale, qu'il faut se reposer éternellement quand on modifie une situation de travail, quand on a un projet de conception, quand on réorganise un secteur, un atelier, un service, se poser la question de la contrainte physique, ça ne mange pas de pain, et en général, ça peut permettre d'améliorer un certain nombre de choses dès le démarrage, pour le coup, et puis en correctif. Je vais en finir avec une pseudo-dernière diapo, quelques brochures. Donc là, je vous invite à aller sur le site de l'INRS, document très très bien, un petit peu ancien, mais malgré tout très très bon. Le guide pour les préventeurs, ED 957, un bon bouquin qui va vous refaire un peu le tour. C'est quoi les TMS, c'est quoi les modèles derrière, la méthode d'analyse, etc. Plutôt bien foutu. Un document aussi pour vous aider à faire un cahier des charges si un jour vous souhaitez plutôt passer par un consultant, un ergonome externe, bien qualifier votre demande, que vous ne soyez pas déçu à la fin. Les 2 méthodos que je vous ai évoqués, là, la méthode d'analyse de la charge physique et puis rythme 3. Bon, il y en a plein d'autres, mais ceux-là sont un peu les incontournables, on va dire, de ce qu'on peut proposer, nous, sur ce sujet-là. Et puis, dernier point, le site public TMS Pro. TMS Pro, ce n'est pas qu'un programme, c'est aussi un site Internet sur lequel l'idée, c'est de centraliser un maximum d'outils pour aider les entreprises et ceux qui s'intéressent à la prévention des TMS. Donc, tous les outils que je vous ai proposés, ils sont disponibles sur le site TMS Pro, Amélie. Vous avez un descriptif de démarche, vous avez des petites vidéos de témoignages de gens qu'on fait, comment c'était bien et comment ils se sont organisés, etc., etc. Je vous invite à aller voir ce site, voilà, qui a vocation à centraliser la plupart des ressources que l'assurance maladie, en tout cas, met à disposition sur les TMS. Voilà, j'ai terminé, je crois. 15h15.
Ah non, 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 mais c'est une performance. Vous faisiez le lien tout à l'heure directement entre la politique de prévention, puis à un moment donné, quand les TMS s'installent, ça se dégrade, et puis on arrive sur des situations de handicap avec la nécessité soit de faire des aménagements physiques de compensation, des mesures de compensation, soit même des reclassements. Donc on voit bien le lien. Hein. Donc nous, on a plutôt tendance dans les politiques handicap à venir sur du curatif, hein, une fois que les situations sont dégradées et qu'il faut traiter par de la compensation, du reclassement. Mais effectivement, l'idée là, en vous faisant intervenir, c'était de ne pas travailler uniquement avec les pompiers, mais de travailler aussi avec les préventeurs. Hein, parce qu'il y a certainement un certain nombre de situations. Et ce que je trouve aussi très intéressant, et je vous passe la parole tout de suite, ce que je trouve aussi intéressant, c'est aussi de faire tout le lien entre l'absentéisme, entre l'attractivité des métiers, etc. Et ça, c'est des sujets qui concernent quand même largement nos employeurs publics. On a une question. Oui, c'est Madame Moga. Donc ancienne préventrice, je ne le suis plus depuis octobre, hein, mais correspondante handicap et très motivée par les TMS. Je voulais savoir, Monsieur Colson, on envisageait à un moment donné, mais avant la Covid, de monter une journée spéciale pour les TMS parce qu'on s'est rendu compte dans notre préfecture, notre SGC, enfin voilà, qu'il y avait beaucoup de mauvaises postures, qu'on avait aussi également certains travailleurs handicapés qui avaient des problèmes de santé avant, mais que les TMS n'ont pas amélioré, entre guillemets. Ce sont des ouvriers techniques. Hein. Et si on monte une journée ou si on a besoin, est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, me contacter, oui, ça, je ne peux pas vous interdire de me contacter. Après, c'est fonction de ce que vous voulez. Oui. Non, mais si on monte une journée, une journée comme on va monter aussi une journée sur le handicap, ça c'est pour Monsieur Guénaud. La journée sur les TMS, c'était pour sensibiliser tout le monde aux bonnes pratiques. Alors, parce que certaines positions pour nos ouvriers, pour certaines tâches, sont excessivement mauvaises. Moi, j'ai fait une formation archive il y a quelques années, et la madame m'avait dit, alors moi je suis travailleur handicapé, j'ai pas le droit de porter. Et on devait on nous demandait de simuler une journée de notre travail et notamment de porter des boîtes d'archives, enfin bref. Puis j'ai été la seule de toutes les dames du stage à faire porter mes affaires, à pas me baisser, enfin bon. La formatrice qui ignorait ma situation a dit, je vous prends un exemple. Je dis, oui, mais c'est pas un exemple. Je dis, moi, je sais que je ne peux pas le faire, donc je ne le fais pas. Elle m'a dit, oui, mais vos collègues, non seulement elles ne devraient pas le faire, mais en plus, elles le font mal, et d'ici une année, elles vont avoir des problèmes. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais aussi en même temps nouvelle assistante de prévention. On s'est penché sur les TMS et on s'est rendu compte que même dans le milieu administratif, il y avait des positionnements qui n'étaient pas bons. Tout à fait. Alors, après, avec la petite nuance et limite que je poserais, c'est que dans l'absolu, on ne privilégiera pas les approches comportementales du type bonne posture. Si le salarié a une mauvaise posture, c'est que son poste il est mal foutu aussi. Donc on essaiera plutôt d'agir sur l'environnement de travail pour faire en sorte que le salarié veuille ou pas adopter une bonne posture, la question ne se pose même pas. Si on reprend les principes généraux de prévention, on agit à la source, et puis le dernier des principes, c'est on donne les consignes appropriées aux salariés. Les consignes appropriées aux salariés, c'est de garder le dos droit, de plier les jambes, etc. Donc, prioritairement, on essaiera de traiter plutôt la situation d'un point de vue plutôt de l'environnement et du matériel et de l'organisation du boulot, ne serait-ce que pour, peut-être que dans les cartons d'archives, il y en a qu'on portait 2 fois et que ça ne sert à rien. Si on était mieux organisé, finalement, on le prendrait une seule fois, ça suffirait. Ou on en sort un, puis finalement, ce n'est pas le bon parce qu'ils sont mal classés et qu'il faut aller en rechercher un autre. Et du coup, on a un tonnage à la fin de la journée qui est plus important que ce qu'il aurait pu être si le système avait été un petit peu repensé. Donc, on va plutôt être sur ces logiques-là, plutôt que de donner de la consigne, parce qu'on sait que la consigne, elle n'est pas applicable dans toutes les circonstances. Et à un moment donné, il faut faire des compromis pour pouvoir réaliser le boulot. Il faut faire des ajustements. Et puis, les bonnes postures, en général, on les tient 3-4 mois après avoir été formé aux bonnes postures. Et puis après, on arrête parce qu'on se rend compte qu'on met 3 fois plus de temps pour faire le taf. Du coup, ce n'est pas une mesure fiable dans le temps. Donc, on ne peut pas miser une logique de prévention autour de ça. Ça reste pour les risques résiduels. Tout ce qu'on n'a pas pu maîtriser autrement, on ira là-dessus.
Mais prioritairement, on sera plutôt sur une logique quand même de conception, d'organisation du poste, d'organisation du boulot, pour faire en sorte que le facteur humain soit le moins présent possible et que le boulot puisse se faire dans des bonnes circonstances, quel que soit le salarié qu'on va y mettre. Donc, pas de souci pour qu'on discute, pour participer ou pas à une réunion telle un colloque ou une manifestation telle que vous le proposez. Après, c'est pas moi qui dirais on y va pas. Là, j'ai une hiérarchie qui va statuer, mais pas de souci pour en discuter. Après, voilà, avec la limite que je vous pose, c'est que on se centrera pas sur de la bonne posture. On parlera pas de ça, quoi. Merci Madame Mauguin. Est-ce qu'on a d'autres je peux me permettre de répondre aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Guénaud, autour justement d'intervenir le plus tôt possible. L'idée, c'est aussi de mettre en place un processus qui va permettre de détecter la douleur assez tôt pour pouvoir agir dessus et pas attendre qu'on ait des problématiques santé. Alors, il y a l'outil de dépistage que je vous ai montré qui permet d'observer quelqu'un, même s'il a pas mal, on peut repérer des facteurs de risque et donc se déduire qu'à un moment donné, il aura mal. Et puis, il y a d'autres outils qui peuvent notamment passer par la médecine du travail. J'en ai en tête notamment qui s'appelle le questionnaire nordique, qui peut permettre aussi de détecter la douleur assez précocement et de déclencher des choses à un moment donné, quoi. Grosso modo, c'est une échelle de douleur. On localise ça sur un petit gugus, une petite silhouette. Et puis, au cours des visites médicales, on peut se faire un point aussi sur où ont mal les gens, la fréquence, l'intensité. Ça peut être aussi un détecteur assez intéressant pour déclencher des actions avant qu'on ait une problématique santé avérée. Après, voilà, il faut systématiser l'outil, il faut intégrer ça dans un processus assez sain, mais ça peut être intéressant de réfléchir aussi à ces questions-là sous l'angle de la détection précoce. Et notamment, par exemple, quand on sensibilise les salariés, déjà, quand ils font le lien entre leur douleur et le boulot, ils vont avoir tendance à le dire un peu plus que s'ils pensent que c'est parce qu'ils coupent du bois le week-end, quoi. Et c'est vrai que sur la sensibilité, on a fait dernièrement sur le grand test une action autour des TMS. C'était une action de sensibilisation en direction des agents. On l'avait fait avec un kiné. Et donc, ça permettait aux personnes de comprendre comment les TMS arrivaient et comment eux aussi avaient une capacité ils peuvent consulter déjà pour voir. Enfin, l'idée, c'était de leur faire prendre conscience que le fait de laisser les choses s'installer, c'était vraiment prendre un véritable risque. Et il y avait un certain nombre de choses à faire, notamment dans la prise en charge de leur santé. Et puis on allait jusqu'à donner des exemples de mouvements qui pouvaient être faits pour parce qu'on sait que c'est la répétition qui est plutôt aussi on va dire un poison dans les postures. Il n'y a pas uniquement les contraintes fortes, il y a aussi la répétition des positions. Donc en fait, voilà, c'est apporter une culture. Si vous êtes sur du travail statique, vous avez aussi la même Exactement. Qui va se... D'ailleurs, la demande, c'était sur des postes administratifs pour lesquels il n'y avait pas véritablement de port de charge. Mais par contre, il y avait quand même des problèmes de TMS. Ok, merci. Et allez, on aurait le temps pour une dernière question, puisque là, on a bien dépassé. Donc, j'ai plusieurs messages de personnes qui ont dû nous quitter, mais qui remercient pour une présentation outillée, intéressante, rythmée, enrichissante. Voilà, donc on a plein de termes positifs. On vous renverra une petite évaluation comme d'habitude. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pas de dernière question? Écoutez, merci beaucoup Monsieur Colson pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. C'est la première fois qu'on vient un petit peu sur ces questions de prévention. On était bien resté sur notre rôle de pompier. Et je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ces questions-là. Certainement qu'on viendra avec Céline pour en réchanger. Vous nous avez fait une bonne introduction à la thématique. Et puis, il y aura certainement d'utilisation de certains outils qu'on pourrait peut-être sur lesquels on pourra s'arrêter et faire des zooms. Voilà. Merci encore à tous pour votre participation à ce webinaire. Je rappelle aux Franc-Comtois qu'on a un événement en fin de semaine, c'est Cap sur les compétences, Cap sur l'apprentissage. C'est
ça va être alors oui, c'est encore un format webinaire, mais on n'a pas le choix dans cette période de Covid, mais ça va vraiment permettre de montrer comment on peut arriver à faire simplement, à intégrer simplement des agents en situation de handicap dans la fonction publique via le contrat d'apprentissage. On sera on va se concentrer sur le parcours d'une personne en situation de handicap avec le travail avec le conseiller à l'emploi, avec le CFA, avec l'employeur, avec l'appui du référent handicap formation. Ça va être assez simple. Donc, c'est ce vendredi de 10h à 12h. Et là, c'est promis, je respecterai l'horaire pour que vous puissiez aller déjeuner. Merci encore à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.